j'ai le plaisir d'accueillir avec moi donc Jocelyn Lefebvre. Bonjour Jocelyn. Où est passé Bonjour. Voilà, il faut ouvrir la vidéo aussi, Jocelyn. Bah, je l'ai ouverte. Depuis tout à l'heure, je l'ouvre, mais Voilà, elle se réallume toute ça y est, seule. elle est venue. On vous a avec nous. Vous êtes directeur général Le Vilain Chauffage Sanitaire et délégué régional Normandie FFIE. Ensuite, la caméra est repartie. On a également Nicolas Maillet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes président NMA Benelux et président de la Seine-Maritime Rouen-Dieppe pour la FFIE. Nous avons également Serge Thibout. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes dirigeant Artelec et président de la Fédération de l'Eure de la FFIE. Et puis on a également avec nous Arnaud Brouquier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Voilà, vous êtes président de Delta Certec et coprésident de l'Anitec. Et enfin, Lilian Cole. Bonjour Lilian. Bonjour Xavier, bonjour Arnaud, bonjour la belle Normandie. Voilà, Bonjour. vous êtes directeur technique d'Anitec. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre aussi. Je sais que vous êtes dans des salles à nous suivre à distance puisque vous êtes regroupés pour suivre cette conférence. Jocelyn, alors peut-être on peut réessayer encore une dernière fois la caméra, sinon je vous redemande là. Vous m'entendez, Jocelyn? On va lui envoyer, on va lui vendre une caméra, Jocelyn. Ouais, je vous entends, mais j'ai un souci. Voilà. On vous a avec nous, là, la caméra elle a fonctionné. Jocelyn, on avait dit peut-être pour commencer cette conférence d'avoir une petite ouverture sur la Normandie, quelques stats pour nous donner un état des lieux, oui. Alors, oui, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, la FFIE, c'est 5600, environ 5600 entreprises, dont 70% de moins de 10 salariés, donc une grosse proportion à moins de 10 salariés. Et pour la Normandie, on est à 421 entreprises adhérentes. Elles aussi, dans le schéma, 70% moins de 10 salariés. L'activité, on la connaît tous, hein, c'est bâtiment tertiaire, industriel, résidentiel et agricole dans nos régions, que ce soit en neuf, en entretien et en réa. Alors, on a un fort développement actuel sur l'autoconsommation en photovoltaïque, sur l'IRVE, l'intelligence, la gestion de l'intelligence de l'énergie, la vidéoprotection. Donc on est confronté à cette transformation numérique de nos activités. On a une problématique de montée en compétences. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller? On a cette réflexion sur est-ce qu'on doit prendre le virage? Est-ce que la métaphore du train qui passe ou est-ce qu'on reste à quai? Moi, je sais que je l'ai vécu à travers des expériences de chantier où on est entreprise d'électricité générale, où nos courants forts sont une partie importante de notre activité. Et puis, on a dans notre cahier des charges justement ces métiers innovants qui sont soit on les laisse et on peut pas répondre et on laisse passer l'affaire, soit on y répond et comment on fait, comment on s'arme, comment on monte en compétence son entreprise, ses gens, sa technicité pour pouvoir répondre et surtout pour rester compétitif. Voilà, c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et si on y va, comment on y va? Voilà, Oui. voilà, c'est pour ça. Vas-y, Jocelyn. C'est un petit peu pour ça que je voulais ce tour de table avec effectivement Arnaud qui va peut-être pouvoir commencer à nous expliquer via l'Anitec sur ces opérations sur le numérique. Voilà, merci Jocelyn pour ce lancement de cette table ronde. Effectivement, on voit les enjeux. Comme vous dites, on y va pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut y aller. Mais comment on y va? Ça c'est la question aussi. C'est ce qu'on va voir là sur cette table ronde. Alors peut-être avant Arnaud, on peut faire un petit état des lieux parce que effectivement, toi, tu es opérateur local de services numériques. Alors décrire peut-être en quelques mots, c'est quoi ces nouveaux métiers pour certains, mais en tout cas qui ne le sont pas pour d'autres. Oui, alors bonjour tout le monde.
Je suis opérateur local de services numériques. Oui, disons que j'expérimente. J'essaie d'expérimenter ça. Pour moi, ça, c'est l'étape d'après le rôle de l'intégrateur courant faible. Comme le disait Jocelyn, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que historiquement, en fait, dans le monde de l'électricité, on avait les entreprises du courant fort et les entreprises spécialisées en courant faible. Bon, ça, c'est comme ça depuis, je crois, 40, 50 ans. Voilà. Très souvent, les entreprises d'électricité courant fort ont fait appel à des entreprises de courant faible qui leur sous-traitaient des prestations d'installation d'antennes collectives, d'interphonie, de contrôle d'accès, de sûreté, etc. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que finalement, les métiers associés au courant faible prennent de plus en plus de place parce que la digitalisation, parce que l'arrivée du numérique, parce que le tout IP. Et donc, finalement, on se retrouve à travailler tous ensemble de plus en plus main dans la main. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y a je trouve qu'il y a une belle dynamique qui est en train de s'opérer. Donc, comment faire pour, en étant plutôt issu du monde du courant fort, pour s'orienter vers le courant faible? Bon, si on doit répondre très basiquement, je pense qu'il faut pas s'éparpiller, il faut cibler un domaine, essayer de commencer à se spécialiser dans le domaine. Il y a plusieurs domaines dans le courant faible, il y a la domotique, il y a la GTB, il y a la sûreté électronique, il y a la sécurité incendie, il y a l'affichage dynamique, il y a la télévision numérique, l'IPTV, les réseaux Wi-Fi, les télécoms. Donc, ça fait beaucoup. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Donc, je dirais en première étape, s'orienter déjà sur la partie réseau IP, qui va être la base de tous les autres domaines. Et puis ensuite, choisir un des domaines, se former, faire venir les fabricants au bureau pour faire des démonstrations, pour impliquer nos techniciens aussi, pour les former, leur donner du grain à moudre. Voilà, le premier mot là-dessus. Donc, oui, ça, c'est l'intégrateur. Et après, il y a l'étape d'opérateur local de services numériques. Ça, c'est le coup d'après. Mais je crois pour la plupart, on n'en est pas encore là. Et l'opérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste essayer d'administrer, de faire vivre tous ces systèmes que j'ai évoqués pour le client final. Oui, voilà. Donc, on voit qu'il y a effectivement ces deux étapes. Merci Arnaud d'avoir décrit là ces montées en compétences, ces deux étapes. Alors, tu décrivais qu'effectivement, il y a un des métiers qui est la domotique. Alors, Serge, vous, c'est votre sujet, la domotique, et on voit qu'il y a une explosion là de ce marché dans les maisons individuelles et dans le petit tertiaire. Alors, peut-être, on est content de vous avoir avec nous parce que c'était l'occasion de faire un état des lieux. Vous êtes le monsieur qui va être capable de nous faire cet état des lieux sur la région. Alors, bonjour à tous. Et déjà, content d'être à cette conférence. Oui, je voulais faire un état des lieux sur le marché des particuliers qui représente à peu près un tiers de mon chiffre d'affaires dans l'entreprise que j'ai créée, que je dirige, d'une dizaine de salariés. Donc, on s'aperçoit qu'au fil du temps, il y a eu une évolution très importante de demande de domotique. Enfin, sans parler de la domotique à 100% que je pratique moi pour certains clients qui peuvent se payer une domotique, mais maintenant, elle a bien diminué au niveau budget. Mais il est certain que la moindre réhabilitation que l'on touche dans des maisons, les personnes, il y a une partie courant faible qui est, comme disait Arnaud, pardon, on a du courant faible dans le lot. Ça, c'est indéniable. On ne peut plus attaquer des chantiers si on n'a pas des compétences en courant faible de nos gars. C'est quoi, par exemple, les courants faibles que vous avez dans les lots sur les marchés particuliers? Dans le marché particulier, ça peut être même sans architecte, même sans maître d'œuvre. Le particulier nous demande de nous occuper des bornes Wi-Fi, de brancher la box, de mettre l'alarme avec les applis, etc., etc. Donc, on a une partie du marché qui est une valeur ajoutée non négligeable. Hein. Donc, j'invite mes collègues, mes confrères à se pencher quand même sur le sujet parce que il y a quand même le côté économique. Serge, vous nous mettez l'eau à la bouche, si j'ose dire, mais c'est quoi la non négligeable? C'est quoi un pourcentage si on regarde? Pourcentage, si on regarde sur une affaire, on va avoir pratiquement 30% du marché qui va être beaucoup plus. Alors déjà, sur le plan technique, c'est beaucoup plus intéressant que de faire de la prise de courant.
effectivement. Hein, parce qu'auparavant, évidemment, comme disait Arnaud, les anciens électriciens, c'était la prise de courant, le va-et-vient, les tranchées, etc., etc., le tableau précaire, si je puis dire. Aujourd'hui, ça a complètement évolué. Donc, on a effectivement toujours cet aspect courant fort de l'installation, puisqu'on rénove de plus en plus de maisons, puisque évidemment, le marché il a complètement basculé aussi par l'arrivée malheureusement du Covid. Vous savez très bien que l'immobilier est en train de se transformer complètement, notamment dans l'heure, puisqu'on a beaucoup de gens de Paris qui ont acheté des propriétés, de vieilles propriétés qu'il faut refaire, réhabiliter. Mais dans ces propriétés, il y a des installations électriques courant fort, bien sûr, à faire, mais il y a toute la partie courant faible. Oui, puis c'est peut-être des gens aussi qui sont en télétravail. Là, vous parlez de la rénovation et donc qui veulent un système qui fonctionne. Donc, vous disiez effectivement 30%. Bon, on va y revenir du marché, mais c'est aussi peut-être des marchés sur lesquels il y a des marges plus importantes. Complètement. Ça, c'est clair qu'au niveau des marges, on n'est plus du tout dans la marge faible, voire celle où on pouvait perdre de l'argent parce qu'on faisait des tranchées. On fait toujours des tranchées, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. On a toujours nos installations qui existent, mais on peut rajouter des moyens techniques avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui en courant faible qui sont très intéressants à mettre en place. Le souci est évident qu'il faut trouver la main-d'œuvre pour trouver, ou en tout cas former nos gars. Et là, il y a des difficultés. Ouais, on va revenir après. Merci Serge pour ce premier tour de table. On va revenir sur ce sujet et puis peut-être sur le petit tertiaire. Hein, préparez-vous. Oui, bien sûr. On va en parler parce que ça c'est un sujet important et ça c'est un autre marché. Et peut-être on peut aborder un peu ce côté IRVE aussi. Là, Nicolas Maillet, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes spécialisé sur ce sujet sur l'IRVE et pas que, hein, j'imagine. Mais et donc peut-être on peut parler au public de ces différents marchés, c'est-à-dire l'IRVE dans la maison individuelle et aussi dans le tertiaire. Exactement. Voilà, les véhicules électriques qui sont la base même de ce marché des bornes IRVE se développent à vitesse grand V, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs points qui sont importants pour nous, électriciens. D'abord, il faut comprendre les enjeux de ce marché qui sont porteurs de croissance et de développement. Un autre point qui est d'identifier les besoins qui sont liés, bien évidemment, au type de véhicule, à leur exploitation et aux installations électriques des clients. Et donc, ces clients, eh bien, ils vont être soit effectivement des particuliers, et donc on va se retrouver dans le logement, soit sur du tertiaire, dans des entreprises, voire dans des établissements publics, des parkings souterrains, etc. Voilà, donc il est extrêmement important d'identifier les normes, les types d'architecture, de connaître les caractéristiques principales des bornes de recharge et des prises pour pouvoir y arriver. Ce qui nous permet de déterminer en fait l'infrastructure qui est nécessaire et les modifications de l'installation électrique, ce qui est important. Donc voilà, il faut vraiment connaître la réglementation propre aux ERP et aux parkings, entre autres, si on veut aller sur cette partie plutôt tertiaire. Oui. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène également important qui est porteur de ces bornes IRVE, ce sont les fameuses subventions. Donc, des subventions qui sont souvent des cibles du programme Advenir ou qui peuvent être des subventions locales, voire même régionales, selon où on se trouve. Donc, ce sont des étapes importantes dans ce développement des bornes IRVE et de cette mobilité électrique. Voilà. Alors, ça peut aller sur des techniques que l'on voit un peu se développer à l'étranger. Par exemple, vous avez ce qu'on va appeler une batterie sur roue. Ce n'est plus un véhicule, c'est une batterie sur roue. Avec cette batterie, eh bien, vous allez déterminer combien vous allez mettre de charge dessus pour vous rendre à votre lieu de domicile, à votre travail. Une fois que vous êtes arrivé sur votre lieu de travail, eh bien, vous allez décharger ce qui vous reste de batterie sur votre lieu de travail. Et puis, eh bien, la même chose au retour où vous allez effectivement regarder combien il vous faut pour revenir chez vous et on va prendre la juste mesure de ce qu'il vous faut pour consommer le minimum d'énergie. Et puis, s'il vous reste de l'énergie et que vous en avez gagné entre deux, eh bien, il sera redistribué dans votre logement. Voilà, donc ça, c'est des techniques du futur, mais il faut absolument qu'on s'y prépare. C'est un véritable marché en explosion totale. Voilà, et on est au cœur de cette révolution en tant qu'électricien. Ouais. J'ai entendu aussi, là, pour parler de l'énergie, si j'ai bien compris, c'est on recharge chez soi et quand on arrive au bureau, c'est le véhicule to grid, c'est ça le mot, on vide exactement. son énergie au bureau. Et j'ai même entendu qu'il y a des opérateurs qui s'engagent à financer
toute l'énergie qui serait de la voiture en contrepartie de gérer cette revente au bon moment. Oui, alors ça, c'est un sujet un peu lourd. Effectivement, Ouais. il y a des opérateurs qui tentent de se lancer sur ce type de sujet via des startups. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type de véhicule n'est pas encore en fonction à 100%. Il fonctionne dans certains pays. Il y a une marque principale sur cette typologie de charge. Les autres constructeurs n'y sont pas encore. Donc, on est un peu loin. Donc, les opérateurs qui sont sur ce sujet sont encore, on va dire, voilà, un petit peu sur des projections un peu lointaines quand même. Ouais. Il y a un chiffre pour donner l'IRVE et le véhicule électrique. Il y a un chiffre que j'ai retenu, je crois que c'est Enedis qui, dans ses projections, a donné ce chiffre. C'est 70% de véhicules électriques en 2035 qui seront vendus. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le choix on n'a presque plus d'autres véhicules. Alors, oui, je pense que c'est même peut-être un peu pessimiste, sachant que les contraintes liées aux véhicules thermiques deviennent de plus en plus importantes. Il va y avoir, par exemple, des interdictions de rouler à Paris en véhicules thermiques qui vont être définitifs, plus d'autres grandes villes, aussi bien françaises qu'européennes. Il y a déjà les ZFE qui se sont également développés avec des restrictions sur des véhicules d'un certain âge, notamment tout ce qui est diesel, et les premières interdictions de véhicules thermiques concerneront les diesels, notamment dans la ville de Paris à partir de 2024. Donc voilà, donc c'est des contraintes qui sont imposées aux utilisateurs. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, là n'est pas forcément le sujet ni le débat. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, lié à ces contraintes, il y a un marché qui s'est vraiment développé. J'avais les chiffres de 2020, de décembre 2020, mais je n'ai pas encore ceux de décembre 2021, et c'est la même tendance. C'est même pire, puisqu'on avait en 2020 plus 332% de véhicules électriques qui ont été vendus. Je dis bien plus 332%. Contre moins 12% de véhicules thermiques. Voilà, donc ça reflète bien l'ampleur du marché. Oui, tout le monde se met au véhicule électrique. Bon, on partait de bas aussi, 332%, mais enfin, on voit que de toute façon, tout le monde aura un véhicule électrique à terme. On va y revenir sur les Au IRVE. lendemain, un autre chiffre, au lendemain de la COP 21, voilà, célèbre à Paris, il y avait à peu près 29 000 véhicules vendus. Il y en a aujourd'hui sur le marché 290 000. Ouais, donc c'était x10, si je ne me trompe pas, C'est ça, exactement. en termes de calcul. Jocelyn, si on revient, effectivement, là, on parle de ces nouveaux métiers. Arnaud les a décrits, les différents nouveaux métiers. C'est quand on commence à se lancer dans ces nouveaux marchés, ce que vous m'expliquiez, ce dont on parlait en préparant cette table ronde, c'est que il y a une mécanique qui peut consister aussi de commencer par de la sous-traitance, et petit à petit acquérir les compétences, comme disait Arnaud, parce qu'il y a tellement de métiers différents, et acquérir des compétences sur un marché, puis après devenir autonome et puis se lancer tout seul. Est-ce que c'est ça qui peut être… Oui. Oui, tout à fait. Et comme l'a très bien dit Arnaud, euh, on va se retrouver sur des marchés où on n'a pas forcément la technologie immédiate, mais si on veut prendre ce virage, il faut le prendre tout de suite, il ne faut pas le laisser partir. Et donc, du coup, une solution consiste à répondre conjointement ou en sous-traitance avec un sachant sur cette technicité. Le réseau FFIE a de multitudes de compétences via l'ANITEC pour tout ce qui est courant faible, ou via d'autres réseaux au sein de la FFIE. Et donc, du coup, moi, ça a été une solution de répondre et de m'encadrer de sous-traitants qui avaient. Alors, c'était un dossier, c'était notamment pour des résidences senior service où il y a pas mal de domotique et effectivement, je n'avais pas ce savoir-faire et donc du coup, j'ai sous-traité cette partie à une entreprise de Seine-Maritime qui m'a épaulé et qui m'a permis d'avancer sur ces marchés. Donc du coup, c'est une solution, on va dire, immédiate, et la montée en compétences et derrière la formation et en plus l'application sur le terrain, sur le chantier, permet à ces équipes d'acquérir ces compétences-là. Oui. Lilian, je voulais revenir vers toi. Aussi, on voit là donc ces marchés
qui sont demandées. Là, je fais un petit focus sur la maison individuelle, dont parlait Serge, et sur l'installation des alarmes, des systèmes de Wi-Fi. Est-ce que il y a aussi une demande de la part des maîtres d'ouvrage de cybersécurité, d'être sûr que ce qui va être installé est sécurisé de manière à ce qu'on n'ouvre pas à tout vent son système numérique? Bon, excellente question. Bon, je regrette, je vais être un peu le point négatif de ce qui a été développé et plutôt bien développé par l'ensemble des acteurs. Alors, pour le cas de la maison individuelle, maître d'ouvrage, propriétaire, ça fait déjà quelques années, sous l'égide de Philippe et d'Arnaud, qu'on avait lancé effectivement une réflexion avec les aides de Ramlanitex, tout ce qui concerne la protection des données, la cybersécurité. Bon, ça a généré effectivement des échanges avec des spécialistes, notamment le CNPP à Vernon, en Normandie, où effectivement on a croisé finalement nos travaux et on s'est aperçu qu'avec l'arrivée du RGPD, il y avait eu un trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette a en finalité concerné les systèmes complexes. Alors notamment nous, à l'ANITEC, on travaille beaucoup sur les dispositifs de sûreté, vidéoprotection, contrôle d'accès et autres. Mais enfin voilà, donc on s'est retourné vers finalement l'autorité publique et effectivement, il y a eu quand même pas mal d'oublis, même si le RGPD est initialement un très bon texte. Donc, comme on a tendance à le dire, nous, à beaucoup de nos adhérents, c'est pas de développement de l'écosystème électronumérique sans confiance numérique. C'est-à-dire, il faut faire la démonstration, effectivement, à nos clients finaux que les systèmes que l'on intègre, que l'on paramètre, que l'on programme, qu'ils soient interopérables, qu'ils soient associatifs et autres, soient également sécurisés. Sécurisés au sens de la protection des données, sécurisés au sens de la cybersécurité, en tout cas pour lutter le mieux possible contre les attaques. Alors, l'exemple de Serge, à mon avis, est le plus sympa, alors j'allais dire le plus facile. Alors, quand je dis le plus facile, c'est en tout cas le plus facile à appréhender potentiellement pour les intégrateurs électriciens. Puisqu'effectivement, beaucoup de domoticiens le font déjà de manière quasi mécanique. C'est-à-dire, s'ils installent des caméras, ils vont avoir effectivement la réflexion de se dire tiens, je vais peut-être bloquer les ports de la caméra. J'installe la box, comme l'a évoqué Serge. Je ne vais pas rester sur le mot de passe fabricant 1, 2, 3, 4. Je vais essayer effectivement de modifier le mot de passe et ainsi de suite, d'avoir cette réflexion-là. Et on a pas mal de domoticiens à la Nanitech, et c'est ça qui est plutôt intéressant, où on s'aperçoit qu'ils vont au bout de la chaîne, que ce soit dans la protection des données ou de la cybersécurité, en venant sensibiliser et informer les clients finaux sur, attention, si vous retouchez vous-même sans faire appel à nous la box et que vous remodifiez telle ou telle partie du système, pensez effectivement à changer les mots de passe, à donner finalement une guideline, un process qui va permettre effectivement aux clients d'être un peu plus sécures. Oui, on va y revenir, Lilian. Oui, bien sûr, ouais. Je voulais poser la question à Serge. Est-ce que vous, au niveau de cette cybersécurité, les clients que vous avez, il y avait une question que je me posais, disons, avant de poser cette question, c'est quoi le marché sur la région entre la maison individuelle, le petit tertiaire, et puis la copropriété? Est-ce que vous avez, Jocelyn, peut-être un chiffre à donner, ou quelqu'un a une idée de marché sur la région? Est-ce que vous avez surtout des demandes de maisons individuelles, Jocelyn? Il faut ouvrir le micro. J'ai pas de chiffre exact, donc je vais pas être précis sur les chiffres. Je pense que chaque marché est ouvert et on a des maîtres d'ouvrage différents. Après, chaque entreprise, on a vu qu'en Normandie, il y a 70% d'entreprises à moins de 10 salariés, donc elles sont très développées sur le particulier, mais il y a aussi des grosses entreprises qui travaillent beaucoup avec des copropriétés, mais aussi on ne parle pas des bailleurs sociaux qui aussi ont envie d'avoir de plus en plus de retours et de pilotage à distance de leur logement, de connaissance de problématiques de leurs locataires. Donc je n'ai pas de pourcentage d'équilibrage entre les différents marchés, mais tous les marchés sont ouverts. Donc, en fonction de l'histoire de l'entreprise et de sa culture, il y a ouverture sur ces marchés-là. Oui. Serge, pour revenir là sur la cybersécurité, donc ça c'est quelque chose que vous avez
bien pris en main, j'imagine. Et donc, Oui. c'est une demande du particulier aussi, quand vous installez le Wi-Fi, la Complètement. domotique, l'alarme, j'imagine. Oui, complètement. Le client veut être rassuré en créant ses mots de passe, ou en tout cas, on l'aide à créer ses mots de passe, de façon à ce que ce soit en sécurité totale vis-à-vis de ce qui peut se passer par rapport à la cybersécurité. Ça, c'est effectivement une demande de nos clients. Oui. Donc, Mais est-ce que le matériel que vous installez, c'est pas aussi du matériel qui donne confiance aussi aux particuliers? Parce que j'imagine le particulier peut trouver des fois du matériel oui, en commerce oui. et qui serait pas sécurisé de la même manière. Non, nous, on travaille qu'avec du matériel de renom, avec des gens qui nous épaulent aussi, parce on a besoin des soutiens techniques, des techniciens, des commerciaux pour l'achat de nos produits, mais aussi des techniciens pour les mises en service. Donc, parallèlement, enfin, je voudrais revenir sur la sous-traitance qu'évoquait Jocelyn. Effectivement, il y a quelques années, nous faisions beaucoup de sous-traitance parce qu'on n'avait pas les compétences. Et au fur et à mesure des mois, des années, voire des mois, là, depuis quelques temps, là, ça s'est beaucoup accéléré dans mon entreprise, où on arrive à prendre les choses en main. On n'a plus de sous-traitants. Ou si on a de la sous-traitance, c'est quand on attaque des chantiers plus importants tertiaires, parce que moi j'ai aussi des clients tertiaires, où on va avoir des grosses baies de brassage, on ne va pas forcément avoir le temps de le faire, on va être plus. Donc, de ce fait, on va demander un épaulement à un confrère qui fait que du courant faible, mais on essaie de se prendre en main de plus en plus sur nos chantiers, c'est-à-dire faire notre chantier et effectivement être autonome vis-à-vis de notre client. Ouais. Arnaud, pour revenir sur ces différents marchés, on voit aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est des bailleurs sociaux. Effectivement, il y a une grosse demande des bailleurs sociaux d'intégrer les solutions numériques et technologiques. Alors peut-être pour revenir sur ce que tu disais au début, là on voit il y a des différents intervenants qui ont différentes compétences autour de la table ronde et l'opérateur local, là, il vient intégrer ces différentes solutions au service du bailleur social. Alors, si on prend l'exemple du bailleur social, oui. Juste en aparté, on parle ça m'a fait sourire parce que tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit que c'était des nouveaux métiers, tout ça. Mais en fait, c'est des métiers que moi, par exemple, dans mon entreprise, on fait depuis 42 ans. Donc, c'est juste que ce sont des métiers qui prennent de plus en plus d'importance et qui ont été vraiment propulsés grâce à l'arrivée du numérique. Voilà. Tous les systèmes qu'on a installés il y a quelques années de manière autonome, indépendante, un système de vidéoprotection, il fallait aller sur place, l'enregistrer. Et tout ça, tous ces systèmes-là deviennent pilotables et administrables à distance. Et c'est ça qui est un peu magique dans notre métier. Il faut s'en réjouir parce qu'on est finalement, ça ouvre plein de possibilités. Donc, si on revient sur les bailleurs sociaux, oui, c'est vrai que c'est une cible client pour qui l'opérateur local de services numériques a tout son sens. Pourquoi ? Parce que les bailleurs sociaux veulent de plus en plus considérer leurs locataires non pas comme des simples locataires, mais comme des clients. Donc, ils veulent leur apporter une qualité de service supplémentaire. Ils veulent leur transmettre des informations en temps réel. Donc, on parle de panneaux d'affichage numérique dans les halls d'immeubles. Ils veulent rendre les bâtiments de plus en plus éco-responsables. Donc là, on parle de systèmes de gestion technique de bâtiments avec des petits capteurs IoT qui vont donner une information, qui vont sensibiliser les clients locataires sur le fait que quand on est en plein hiver, il vaut mieux fermer les fenêtres ou fermer le skydome qui reste ouvert en toit d'immeuble. Donc, tout ça, ça s'administre, ça se gère. Alors, il y a certains clients qui seront capables de le gérer eux-mêmes, mais d'autres qui vont peut-être être un peu réticents ou pas organisés pour, et qui voudront se concentrer sur d'autres sujets et qui pourront nous déléguer cette prestation. Donc, l'opérateur local de services numériques, pour moi, c'est une sorte de direction technique du numérique externalisée pour le client final. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on est capable de déployer des systèmes qu'on a cités tous là depuis tout à l'heure. On a parlé des bornes IRVE, mais ça fait partie aussi de ces systèmes. Et on est capable aussi de les faire vivre dans le temps, parce que tout ça, c'est du numérique, c'est de l'électronique. Il faut être capable d'administrer, de faire des mises à jour, d'ouvrir des droits d'accès, par exemple, de faire passer des messages sur les panneaux d'affichage, etc. Et pour nous, ce métier-là, c'est l'opérateur de services numériques qui pourra réaliser toutes ces tâches.
Oui, donc on peut imaginer qu'il y ait différents électriciens qui installent des équipements et puis que vous soyez aussi après coordonner et suivre dans le temps ces équipements pour faire remonter des données pour le bailleur. Alors oui, mais il est important que sur des projets de cet ordre, on n'arrive pas en bout de chaîne. L'idée, c'est qu'on travaille, on en a parlé tout à l'heure, on parlait de sous-traitance, mais je crois que de moins en moins, on travaille en sous-traitance, mais de plus en plus en co-traitance. On est en partenariat, on est en coopération, parce que ce sont des projets qui se réfléchissent dès le départ. Si on ne conçoit pas le projet comme il faut, l'infrastructure numérique qui va bien dès le départ, ben, on aura beau mettre tous les jolis systèmes qui vont bien, mais ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ouais. Donc pour moi, on travaille de plus en plus dès le départ, en amont du projet, en coopération. Et ben voilà, après, l'idée, c'est de déployer les systèmes et après de les faire vivre, en effet, comme dit Xavier, dans le temps. Ouais. On est au cœur d'une triple transition là aujourd'hui et c'est l'électricien qui est au cœur de ce sujet. C'est la transition numérique, on en parle là en ce moment. C'est la transition démographique. Là, on parlait tout à l'heure aussi des EHPAD dans lesquels vous faites ou des résidences-services dans lesquels vous seniors, dans lesquels vous faites des interventions. Et puis une transition énergétique, donc numérique, démographique et énergétique. Alors peut-être Jocelyn, je voulais revenir là-dessus sur cet aspect énergétique parce que vous avez un double savoir-faire dans votre entreprise. Peut-être on peut faire un petit témoignage à la fois d'électricien et de génie climaticien. Donc, il y a des fois de ces deux métiers qui se rejoignent sur des sujets tels que le décret tertiaire et le décret Bax. C'est peut-être l'occasion de rappeler à nos amis électriciens qui nous écoutent ce qu'est le décret tertiaire et le décret Bax. Effectivement, on s'aperçoit aussi que l'électricien a de plus en plus de corollaires avec les autres corps d'État dans le bâtiment. Et notamment effectivement génie climatique. Bon, voilà, effectivement, je suis bien placé pour le savoir parce que c'est aussi une de mes activités dans l'entreprise. Pilotage de l'énergie, on le disait, donc forcément qui dit énergie, donc ne dit pas que l'éclairage qu'on consomme via l'électricité, mais aussi tout ce qui est chauffage. Donc il y a le chauffage électrique pour notre partie, mais il y a aussi bien d'autres typologies de chauffage. Et ça, on s'aperçoit que, alors comme le disait Arnaud, bien en amont, il faut travailler en amont. Alors, ça se fait aussi avec les bureaux d'études, mais ça se fait aussi et surtout dès la préparation de chantier avec les corps d'État nommés pour pouvoir travailler. Et on parlait aussi de pilotage d'équipement. Donc, il n'y a pas que le génie climatique qui va avoir une importance. On parle d'automatiser des stores. On parlait de résidence senior service. Voilà, notre petite mamie utilisatrice n'a pas envie de se lever pour baisser ses stores. Donc, tout ça, c'est des interfaces avec d'autres corps d'État. Donc, on voit qu'il faut aussi adapter notre discours et adapter nos compétences aux autres, connaître leurs problématiques. Ça, c'est le côté pragmatique. Et effectivement, il y a le côté réglementaire avec des décrets qui sortent. Alors, je n'ai pas encore toutes les applications. J'ai pas encore, ça, c'est les choses que la FFIE va communiquer. C'est en cours de légiférer. Enfin, comment on pourrait dire, c'est en train d'être légiféré. Donc du coup, il y aura soit des conférences, soit des choses beaucoup plus concrètes sur le décret tertiaire, notamment, comme tu l'as cité, qui sont sur le pilotage de l'énergie, puisque c'est aujourd'hui un des enjeux. Ouais. Le décret Bax, je crois que c'est la mise en place de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments pour les bâtiments qui ont une consommation en dessus d'une puissance installée en dessus je crois, 200 kilowatts, c'est ça? De mémoire. Je crois. 290, ok. Donc effectivement, c'est plutôt des bâtiments tertiaires qui ont une certaine dimension, c'est ça, Jocelyn? Oui, aujourd'hui, voilà, c'est ça, exactement. On a eu beaucoup, on a entendu parler des RT qui légiféraient beaucoup sur le résidentiel et aujourd'hui, on s'attaque un peu tertiaire qui était passé un peu au travers des mailles du filet. Et donc, pour l'instant, sur le gros tertiaire. Voilà.
Ouais. Je reviens à Nicolas là pour l'IRVE. Pour l'IRVE, Nicolas, donc ce que j'ai pas saisi, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans les maisons individuelles, et puis ce que j'entends également, c'est que les aides aujourd'hui sont importantes sur ce marché et sont peut-être un phénomène déclencheur qui permet aussi d'engager le maître d'ouvrage à faire les travaux et installer. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la Fédération des installateurs électriques s'est transformée en Fédération des intégrateurs électriques. Voilà, parce que je ne l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Et les électriciens aujourd'hui se considèrent comme des intégrateurs par rapport à tout ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que, voilà, pour reprendre ce que disait Arnaud, il y a une vraie coopération entre différents métiers et tout le monde travaille effectivement de manière extrêmement connectée. On est tous connectés les uns aux autres, la preuve aujourd'hui. C'est la même chose donc pour les véhicules. Les véhicules sont connectés, ils sont connectés à la maison, ils sont connectés au bureau, ils sont connectés également à votre téléphone. Et effectivement, ils sont connectés à des subventions. Voilà. Donc sur ces subventions, oui, il y en a également pour les particuliers, bien évidemment. D'ailleurs, les aides de l'État sont davantage faites pour les particuliers que pour les entreprises, mais tout le monde en profite. Attention, au 1er janvier 2022, ces aides diminuent partout et en 2023, elles vont encore diminuer et ainsi de suite. Donc voilà, il faut profiter de ces aides rapidement. Il y en a qui l'ont compris. On a posé cette année, l'objectif en France, c'était 100 000 bornes au total. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il n'y en a eu que 50 000 de posées à peu près. Donc voilà, il y a encore énormément de bornes à poser et il y a une énorme demande des particuliers qui aujourd'hui s'équipent, qui se retrouvent avec ce qu'on va appeler des wallbox. Voilà, qui sont des petites bornes de 3 kilos à poser chez soi. Voilà, c'est pas forcément extrêmement sorcier à poser, c'est-à-dire que l'électricien peut le faire, mais c'est pas non plus des bornes extrêmement intelligentes. C'est-à-dire que après tout ce que je viens d'entendre, ce sont pas des bornes qu'on va arriver à connecter et sur lesquelles on va pouvoir faire de la supervision dessus souvent. Voilà, alors ça arrive. Il y a certains modèles qui peuvent le faire. Donc, il faut faire bien attention au choix qui va vous être proposé lorsque vous achetez ce véhicule et qu'on va vous proposer une borne, parce que voilà, on va se retrouver avec différents types de bornes comme il y a différents types de véhicules et il faut vraiment trouver le bon. Nicolas, c'est quoi le besoin de pilotage je suis un particulier, j'installe une borne chez moi. C'est quoi les besoins de pilotage que je vais avoir? Il est assez simple. Votre besoin, c'est surtout de savoir quand est-ce que votre véhicule est rechargé. Ouais. Voilà, il faut savoir qu'un véhicule électrique, on ne le recharge pas à 100%, on le recharge à 80%. Puisque voilà, entre 0 et 80, vous allez aller assez vite pour le charger. Entre 80 et 100, vous allez mettre le même temps que pour le charger sur les 80%. Donc voilà, donc dès qu'il est chargé, ça vous avertit que ce véhicule est chargé. Ça vous permet de libérer la borne si vous avez 2 ou 3 véhicules à charger, d'une part, et puis de partir en confiance. Parce que vous savez à peu près le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir faire, enfin tout du moins l'autonomie que vous avez avec votre véhicule. Oui, donc c'est surtout le premier besoin qu'on a en termes de pilotage, c'est connaître le niveau de charge du véhicule. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est que ça va vous permettre de connaître la consommation également de votre véhicule, donc la dépense que vous allez faire. Et donc aujourd'hui, on ne le voit pas encore apparaître, mais il y a une vraie problématique pour les sociétés, pour les personnes qui ont des véhicules de société, parce qu'il faut qu'ils puissent vis-à-vis de l'employeur dire écoutez, voilà, ça m'a coûté tant, et pouvoir se faire rembourser de la charge qu'ils ont pu faire chez eux. Ah oui, alors Arnaud, Arnaud qui l'a fait. Oui, je rebondis parce que c'est ce que j'allais dire, mais ça, c'est un vrai sujet qui va arriver très rapidement. Et pour moi, là aussi, l'opérateur de services numériques prend toute son importance. C'est que demain, il va falloir proposer des bornes elles devront être administrables forcément à distance pour justement justifier de la personne, le cadre qui a son véhicule de société hybride et qui recharge son véhicule chez lui. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année, quoi? Il paye la facture. Ah oui. Et on ne peut pas partir. Alors oui, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on part sur des forfaits. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui mettent en place des systèmes de forfaits. On te rétrocède 200 € à l'année de consommation électrique, tout ça. Pour l'instant, c'est que c'est approximatif. Et l'idée pour moi, c'est que tous ensemble, FFIE, Anitech, on propose des systèmes de supervision pour être capable de gérer les flux et d'être capable de faire du comptage précis de consommation et donc que l'entreprise participe. Après, ça va suivre les consignes gouvernementales aussi, parce qu'il y aura des barèmes, il y aura des choses comme ça, mais qu'on puisse être capable de mesurer précisément la consommation électrique au domicile du collaborateur.
Oui, alors on pourrait imaginer une entreprise ait et une remontée de toutes les informations de ses collaborateurs. Et puis je vais arriver sur la cybersécurité rapidement, hein, sur la protection des données en tout cas, et une remontée des informations de ces différents collaborateurs avec des bandes différentes. Donc il faut que tout ça se soit intégré pour donner un pilotage et puis rembourser les frais qui seraient dépensés. C'est tout à fait le but. Il faut pas, voilà, c'est le problème des entreprises qui ont, pour la plupart, j'entends Arnaud, traité les véhicules comme on va dire comme des vélos électriques sur lesquels il y a des forfaits, hein, pour les vélos. Bon, aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus qui essayent de mettre en place des systèmes de décomptage, tout simplement, de charge de véhicules électriques. Il y a des bornes aujourd'hui qui permettent tout simplement aussi d'identifier, parce que je vous entends parler de cybersécurité, quasiment comme une adresse IP sur un ordinateur, d'identifier l'adresse IP, on va dire, en tout cas l'adressage, la carte de la voiture pour savoir que c'est bien cette voiture-là qui est chargée et pas une autre voiture. D'accord? Ce qui évite, si vous avez plusieurs voitures et que l'employeur, on va dire, veut être sûr que ce soit bien cette voiture-là qui a été chargée, bien sûr que c'est celle-ci et pas une autre. Voilà. Donc, après, les systèmes de charge évoluent énormément en ce moment. Voilà, bon, il y a le marché actuel, mais il y a également toujours pas mal de petites startups qui commencent à proposer des évolutions sur les bornes. On va peut-être voir des choses d'ici l'année prochaine, puisqu'on suit quelques startups qui sont en cours. Si leurs produits sont agrémentés, qui vont sans doute révolutionner un peu ce marché de la borne. Ouais. Là, Nicolas, vous disiez, si j'ai bien compris, c'était qu'en 2021, c'est cette année, il y a eu 50 000 bornes installées, alors qu'il y aurait dû y en avoir une centaine de milliers. C'est quoi le marché pour 2022, à votre avis, en termes de nombre de bornes? C'est énorme. Déjà, il faut combler les 50 000 qui nous manquent. Ouais. Si vous faites attention, en fait, là, on est en train de parler d'installation de bornes, mais il n'y a pas que l'installation. Une borne sur 3 ne fonctionne pas. Je vous dirais même qu'une sur 2 pour être utilisateur de ces bornes ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de maintenance dessus. Donc, il nous appartient aussi d'offrir cette maintenance sur les bornes. Si vous allez sur une borne de recharge et que celle-ci ne fonctionne pas, vous êtes vraiment extrêmement ennuyé. Ça m'est arrivé pendant les vacances où, par exemple, pour ne pas citer une ville qui s'appelle Biarritz, je ne la cite pas volontairement, hein, personne ne l'a entendu, il n'y avait pas une seule borne qui fonctionnait. Il a fallu que j'aille juste à côté pour arriver à me charger. Enfin, c'est désagréable au possible et c'est pas terrible et c'est un frein entre guillemets pour le consommateur aujourd'hui sur ces bornes de recharge en dehors, je dirais de l'autonomie du véhicule. Et cette supervision, elle est extrêmement importante parce que ça permet justement d'avertir que votre borne elle ne fonctionne pas et de faire derrière intervenir quelqu'un pour la maintenance. Voilà. Donc le marché il est énorme à la fois sur la maintenance mais également sur la pose de borne. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se former. Il y a des formations sur le sujet. On ne l'a pas évoqué depuis le début, mais les formations sont hyper importantes, hein. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3 en termes de formation. Ces formations vous permettent derrière, pour accéder à ce marché, d'être qualifié. La seule qualification reconnue à ce jour, c'est celle de Qualifelec. C'est une qualification qui est en cours de modification puisque aujourd'hui, c'est une mention. On est en train d'en faire une qualification qui va sortir l'année prochaine sur le sujet. Voilà. Donc, il y a vraiment un marché qui est important parce que donc il y a le rattrapage à faire et puis il y a en même temps tous ces véhicules électriques qui continuent d'être vendus et qu'il va bien falloir à un moment donné alimenter. Donc, voilà, il y a une accélération qui va se faire de plus en plus forte sur ce marché-là. Ouais. On a une bascule qui s'opère avec tous ces équipements qu'on installe, Jocelyn et Arnaud, hein, je vous pose la question à tous les deux, et également à Serge, vous êtes sur différents marchés, une bascule qui s'opère entre j'installe, donc avant le chiffre d'affaires était sur l'installation, peut-être maintenant une grosse partie du chiffre d'affaires est sur la maintenance aussi. Et il y a une montée en puissance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Jocelyn? Oui, alors forcément, il y a la maintenance derrière. Je dirais une grosse proportion, non. Le marché d'installation est encore tellement fort que la maintenance est en train de se développer. Dépannage, il n'y a pas réellement aujourd'hui, je vois Serge, mais sur du particulier, ça va plutôt être du dépannage, de la maintenance, des contrats de maintenance comme on peut le connaître avec des collectivités, des bailleurs sociaux. Ils ne sont pas encore suffisamment équipés sur leur parc
mais c'est des marchés qui vont s'ouvrir sur 2022. Il faut effectivement y penser, hein. Donc moi, je dirais plutôt en termes aujourd'hui, c'est du pragmatisme, c'est du dépannage, mais pourquoi pas être moteur aussi, proposer des contrats de maintenance sur du particulier. C'est de la redondance, c'est toujours très bien. Et les contrats sur les collectivités vont tomber, sur les marchés vont tomber, je pense, sur 2022 sur ces maintenances de bornes. Ouais. Est-ce que, Serge, est-ce que le médecin de famille, c'est l'électricien demain de la maison, c'est le médecin de famille de la maison qui va revenir et qui vient pour faire la maintenance. Est-ce que, en l'occurrence, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des demandes de marché, vous avez des marchés de maintenance avec les particuliers sur lesquels vous opérez? Le marché de maintenance, il s'opère actuellement sur tout ce qui est installation d'alarmes, beaucoup. Les alarmes intrusion, ça fait bien longtemps que ça existe, on peut le proposer à nos clients, mais je pense que les marchés de demain et après-demain, il y aura un marché énorme sur la maintenance par rapport à ce qu'on a dit. Et il faudra y veiller de façon à ce que ces marchés ne nous échappent pas surtout, parce que c'est un marché qu'il faut garder. Il faut préserver parce qu'il y a des gens qui vont lorgner sur ces marchés, parce que c'est des marchés qui vont être non seulement intéressants sur le plan technique, mais aussi sur la valeur ajoutée et sur les créations d'emplois aussi. Donc, il y a des gens qui ont bien compris. Donc, à nous, en tant qu'FFIE, de sensibiliser nos adhérents sur ces marchés futurs, mais futurs proches. Ce n'est pas futur dans 10 ans. Ça va aller très, très vite. Ouais. Donc, à nous de prendre le train en marche. Oui, donc c'est le cas de le dire. Arnaud, la maintenance sur l'activité, sur les opérateurs locaux de service, j'ai compris que c'était une grosse partie maintenant de l'activité, non? Ben, oui, mais déjà, ne serait-ce qu'en tant qu'intégrateur, installateur, hein, si on parle des années 80, mais l'intégrateur, nous, on se définit à Nitec comme des intégrateurs mainteneurs. Et clairement, ça fait plusieurs années, voire décennies, que sur tous les systèmes que l'on propose, chaque fois que l'on installe un système chez un client, ou des systèmes, on propose systématiquement un contrat de maintenance. Et ça, c'est pour nous, c'est ancré depuis plusieurs années. D'ailleurs, on parle non pas de maintenance, mais d'accompagnement technologique. Alors, ça fait sourire, mais c'est un peu la réalité, parce que aujourd'hui, tout le monde avec ça, hein, avec son, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le smartphone nécessite des mises à jour, nécessite, vous allez toujours chez Apple ou Samsung pour faire réparer, etc. Donc, ça nécessite un accompagnement et de la maintenance. Et nous, aujourd'hui, sur tous les systèmes que l'on déploie, c'est de l'informatique et de l'électronique. Donc, par nécessité, par définition, ça va tomber en panne. Moi, j'explique ça à tous mes clients, hein. Je dis quoi qu'il en soit, il va y avoir des dysfonctionnements, il va y avoir des bugs, il va y avoir des mises à jour à faire. Donc, nous, on vous propose un contrat, P1, P2, P3, après chacun fait son offre, hein. Mais alors, ça, c'est la maintenance, on va dire. Et derrière, on essaie de plus en plus d'y greffer du service. Serge parlait de l'alarme, intrusion. Bon, ben oui, en effet, même pour des particuliers, on peut y greffer de la maintenance, plus peut-être un petit contrat de télésurveilleur. C'est un exemple. En fait, l'idée, c'est de greffer à la maintenance aussi d'autres services. Nous, je donne un exemple, on installe des systèmes de hotspot Wi-Fi dans des résidences hôtelières, des campings, etc. Bon. Ou même dans des collectivités. Il y a la loi Hadopi et la loi antiterroriste qui impose une traçabilité des logs de connexion pendant 1 an. Bon, nous, ce qu'on propose, très simplement, c'est d'héberger, on a 2 sites géographiques, en tout cas me concernant, donc on a une sauvegarde qui est effectuée en croisée sur les 2 sites géographiques, qui est faite sur nos serveurs de ces logs de connexion pendant 1 an, et en fait, on vend ce petit service-là à nos clients, et on greffe ça, ce petit service qui ne coûte pas très cher, hop, on l'intègre aussi dans un contrat de maintenance global. Et ainsi, ça aide à vendre ces contrats de maintenance plus facilement. Voilà. J'aimais bien le petit mot « hop ». Ça veut dire qu'il y a une nouvelle manière de réfléchir, de penser pour effectivement l'intégrateur électricien, c'est de dire voilà comment je peux mettre de la valeur dans ce que je fais. Il faut se mettre à la place de nos clients. Tous les systèmes que l'on déploie de sûreté, il faut être conscient que ce sont des systèmes assez compliqués, complexes. Il faut se mettre à la place du client qui va être confronté à un problème et qui va avoir ses caméras qui ne marchent plus, ou son alarme intrusion qui ne marche plus, ou sa GTB qui ne marche plus. Il est en panique. Il est en panique quand c'est le cas. Mais il est bien content de prendre son téléphone et d'appeler une entreprise qui va être réactive
et qui va dépêcher un technicien sur place ou prendre la main à distance. Donc, ça a de la valeur. Il faut qu'on en soit conscient. Et je pense qu'au niveau de la FFIE et de la NITEC, on n'en est pas forcément assez conscient. Et ça a de la valeur. Qui dit valeur, dit oui, ça se monnaie tout en restant juste et ne pas prendre le client pour ce qu'il n'est pas. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et qu'il faut forcément associer à chacun de nos devis. Ouais. Alors, Lilian, pour revenir, quand on voit que les données, donc du coup, elles vont circuler dans tous les sens, que demain, ce qu'on décrivait, c'est que l'entreprise va avoir les données de consommation des véhicules à des particuliers, parce qu'effectivement, ça va être plus simple et pour rembourser des frais. Hein. On voit qu'on rentre quand même dans quelque chose d'hyper touchy. On rentre dans la vie privée des gens, et donc, est-ce qu'il n'y a pas une couche de protection des données là à mettre en place? Oui, bien sûr, totalement. Ouais. Donc, sur l'aspect protection des données, sur l'aspect cyber, tout ce qui a été expliqué par Arnaud et par l'ensemble des intervenants juste avant est super intéressant sur l'aspect de la mutualisation déjà, sur l'aspect effectivement de travailler à plusieurs. On ne peut pas avoir raison tout seul. Jocelyn évoquait le pilotage des immeubles. C'est une réflexion sur l'aspect protection des données et cyber qu'il faut avoir, j'allais dire, presque en rétro-ingénierie. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement avoir une réflexion sur les capteurs actionneurs, l'IoT pour ceux qui sont un peu plus sur les API, sur les interfaces de programmation, sur les solutions logicielles. Donc, il va falloir à un moment donné, effectivement, discuter avec le client final, mais discuter effectivement demain avec le chauffagiste, avec le climaticien, avec l'intégrateur électricien, bref, avec tout un monde, pour essayer effectivement d'éviter de tomber dans le pire des pièges, qui serait effectivement de se faire convaincre par l'achat, on va dire, de matériel de marque blanche, vendu par des centrales d'achat dont je tairai le nom, et qui effectivement disposent déjà à la base dans le produit des solutions pour se faire pirater les données. Donc, il y a une véritable réflexion à avoir. J'aime assez ce qu'a développé Arnaud. Effectivement, on a l'habitude de le citer à la NITEC sur finalement l'évolution de l'expression des besoins, que sont comprendre les usages et comprendre les finalités, les nouveaux usages et nouvelles finalités pour le client, et toute la réflexion que ça peut avoir effectivement sur la matrice que j'aime rappeler toujours le plus possible en avant-projet sur la mise en œuvre de la protection des données et de la cybersécurité. C'est ça, Lilian. C'est intervenir, si j'entends bien ce que tu dis, c'est intervenir le plus en amont possible sur la prise des marchés, aussi sur réfléchir sur la protection des données et la cybersécurité. Ce que disait aussi Arnaud tout à l'heure, c'était discuter avec les fournisseurs de matériel pour comprendre le fonctionnement de ces équipements. Alors, j'ai un petit, on a des questions, on va répondre aux questions du public. J'ai un petit quiz pour vous, cher public et chers conférenciers. Vous avez l'habitude maintenant. On va voir si vous avez retenu certaines choses qu'on s'est dites. Je vais vous permettre de voter aussi, chers conférenciers. Alors, et je vous lance il y a 3 questions. Vous voyez, qui ont dû se mettre sur votre écran. Le décret BACS concerne les bâtiments tertiaires pour lesquels le système de chauffage ou de climatisation a une puissance nominale supérieure au seuil de 290 kW, 320, 450. Deuxième question, là il faut un peu scroller, hein, comme on dit, naviguer. À quelle date les bâtiments existants concernés par le décret BACS doivent-ils être conformes à leur obligation d'installation d'un système d'automatisation et de contrôle? Là, vous avez 3 dates, 2022, 2025, 2030. Et puis le troisième, là, on est vraiment décret BACS. Hein. Un exemple, c'était pour vous faire plaisir, Jocelyn. Un exemple au décret BACS est prévu pour les propriétaires lorsque le retour sur investissement de l'installation est supérieur à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, je vous laisse voter. Allez, 10 secondes, 9, même chers conférenciers, allez-y, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allez-y, 1, 0, je vois que vous votez. Allez, je vous laisse encore 2 secondes pour voter. Voilà, et je mets fin au vote et je vous partage les résultats. J'ai fait une petite erreur sur mon dernier choix là. Ah mince, bah c'est trop tard. Alors, vous aurez aurez sur le 4, je me suis trompé de chiffre. il n'y aura pas de conséquences. Il y aura pas de conséquences trop graves, Nicolas. Voilà, je vous rassure. C'est 6 ans. C'est pas autre chose. Alors, Jocelyn, peut-être le décret BACS concerne les bâtiments. On l'a répondu tout à l'heure. Hein, c'est 290 kW, c'est ça? C'est ça. Ouais. La date à laquelle les bâtiments doivent être conformes, c'est quand la date?
Le 1er janvier 2025. C'est 2025, tout le monde est d'accord là-dessus? On est d'accord. Et puis, dernier élément, c'est une exemption au décret Bax est prévue pour les propriétaires lorsque le retour sur investissement de l'installation est supérieur à 6 ans. 6 ans. Voilà, bravo pour le public qui avait voté. Je vous partage le résultat. D'ailleurs, vous l'avez pas vu là, si vous l'aviez vu, le résultat du public, c'était pas mal. Vous étiez presque juste, sauf sur les 6 ans, vous étiez plutôt sur 5 ans. Alors, si on prend les questions du public, une question de Thierry: faut-il être certifié ou justifié d'une formation, ou faudra-t-il l'être dans le futur sur la partie cybersécurité? Je vois qu'il y avait Arnaud ou Lilian qui veut Je lire. crois que j'ai répondu directement là. Là, voilà, mais on peut répondre pour tout le monde. Donc, il y a une certification ou pas? Je réponds pour tout le monde. Pour l'instant, non, il n'y a rien qui est imposé, sauf que oui, depuis l'année dernière ou cette année, le CNPP, avec lequel l'ANITEC est partenaire, a développé une certification cybersécurité qui est en fait transverse aux trois autres certifications en contrôle d'accès, vidéoprotection et alarme intrusion. Donc aujourd'hui, on ne peut plus être certifié sur ces 3 domaines sans faire la certification cybersécurité. Voilà. Donc ça va venir de plus en plus et ça va se normaliser, ça c'est sûr. Oui, donc la partie cybersécurité. Alors, une question encore de Thierry. Le véhicule to grid est-il une technologie mature? Peut-on le proposer à nos clients? Nicolas, Alors, là, je crois que pareil, dans le chat, d'ailleurs, vous j'ai avez… répondu aussi en direct. J'ai expliqué que non, ce n'était pas encore réellement mature. Il y a une marque sur le marché essentiellement qui est Nissan, qui fonctionne très bien, notamment dans les pays nordiques. Voilà, c'est plus un laboratoire aujourd'hui qui n'est pas encore réellement développé en France. On n'en a pas parlé aussi, mais vous voyez, là-dedans, il y a également le stockage de l'énergie qui est en question. Qui sera également un gros sujet sur les années à venir, le fait de pouvoir stocker l'énergie chez soi, notamment les énergies vertes et autres. Mais non, ce n'est pas encore mature, à mon grand regret. Une question peut-être de Gildas pour vous. Aujourd'hui, notre combat, c'est de faire changer, là vous étiez en train de répondre aussi, mais je la pose à tout le monde, comme ça tout le monde en profite. C'était de faire changer les mentalités au sujet des prises renforcées type Green Up, qui sont une aberration électrique dans le cadre de l'IRVE. Il faut mettre l'accent sur les concessionnaires qui diffusent tout et n'importe quoi à leurs clients. Nicolas. Ce que j'expliquais, c'est que les concessionnaires automobiles, il y a des grosses actions qui sont faites par la FFIE et même nous localement au niveau de la CCI Rouen Métropole sur le sujet, pour essayer de leur expliquer qu'il faut faire intervenir un installateur, un intégrateur qualifié, Qualifelec, pour des problèmes d'abord, d'assurance et également de compétences et de maintenance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les concessionnaires font appel on va dire, à une liste qu'ils ont avec des entreprises qui viennent un peu de partout. Voilà, on est sujet à la même problématique qu'avec le photovoltaïque, avec des personnes qui ne sont pas forcément sérieuses, qui viennent, qui font des installations qui ne sont pas terribles et qui posent des problèmes par la suite assez importants, notamment sur les tableaux électriques lorsque le disjoncteur n'est pas posé où il faut ou alors ce n'est pas la bonne puissance qui a été installée. Une question d'Éric qui dit: les intégrateurs électriciens doivent devenir des spécialistes du monitoring afin de répondre et d'anticiper les besoins de nos clients. Jocelyn, peut-être? Oui, en fait, c'est peut-être plus un rappel d'Éric qui nous fait. On n'a pas effectivement assez parlé sur le photovoltaïque et puis son application qui est l'autoconsommation. Je vois, il n'y a pas réellement de question. Il nous donne un petit rappel et c'est merci de sa part. Voilà, donc. Oui, donc le nouveau marché d'autoconsommation, c'était la remarque d'Éric, d'autoconsommation photovoltaïque, en est un bon exemple. Il faut d'abord analyser dans le détail les besoins du client avant de dimensionner les installations. Voilà. Alors, notamment, en fait, si vous voulez, pour alimenter les bornes de recharge électrique que l'on évoquait, aujourd'hui, l'autoconsommation est un sujet et une possibilité, parce que vous avez parlé tout à l'heure des opérateurs.
Mais vous pouvez aussi également autoconsommer et alimenter vous-même vos propres bornes, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, notamment par le biais du photovoltaïque. Vous pouvez alimenter ces bornes. Aujourd'hui, il existe même, vous savez, des petits parcs solaires, des car parcs, sur lesquels au-dessus, vous avez des cellules photovoltaïques qui vont vous alimenter des bornes. Alors, on est sur des puissances assez faibles, mais qui sont extrêmement intéressantes. Maintenant, on peut avoir aussi, avec une installation plus importante, des puissances beaucoup plus importantes, et donc être sur des charges un petit peu plus rapides. La vraie problématique, encore une fois, c'est qu'il y a des solutions de stockage. On peut stocker cette énergie photovoltaïque pour la redistribuer sur une borne, donc faire de l'autoconsommation parfaite. D'ailleurs, c'est pour moi la suite du V2G, c'est-à-dire du véhicule Smart to Grid. Elle est là, hein, c'est sur l'autoconsommation que ça va se baser. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du véhicule qui était une batterie qu'on transportait, mais bien évidemment, ça a du sens que si on va autoconsommer sur ces bâtiments. Oui. Donc, c'est quoi la puissance de ces petites installations que vous décrivez qui se mettent sur des Sur parkings? du Ça, c'est 3, plutôt on pour va des. voilà, ça va dépendre de la bande qu'on va installer, mais on va bien évidemment pouvoir installer des puissances faibles, des charges lentes, c'est-à-dire du 3 kg, comme on va être capable d'installer des charges un peu plus rapides comme du 12 kg. Ouais. Si on va au-delà, c'est un petit peu plus compliqué parce que la durée et l'intensité n'est pas forcément au rendez-vous. Ouais. Arnaud, c'est une grosse demande aussi là, sur l'IRVE, le photovoltaïque que vous avez auprès de vos clients? De plus en plus. Clients à la fois tertiaires et même industrie tertiaire, collectivité, ça se développe à fond. Et même aussi dans le résidentiel avec les bailleurs sociaux. Il ne faut pas oublier qu'il faut du soleil pour l'autoconsommation. Donc, dans le sud, on a un petit avantage quand même. C'était la boutade. Là, je regarde par la fenêtre, c'est pas sympa ça, Arnaud. Il fait encore gris dans le nord. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour là pour toutes les questions. Allez, j'en prends une petite dernière. Qui est responsable des problématiques de sécurité des données avec ces nouveaux services? Comment se protéger juridiquement? Ah oui, alors ça c'est une question qui est intéressante. C'est effectivement si j'ai un problème de fuite de données, qui est-ce qui va être responsable? Est-ce que l'électricien peut être mis en cause, Lilian, sur un défaut de conseil? Alors, en tout cas, sur ce qui concerne les matériels sûreté, hein, donc vidéoprotection et contrôle d'accès, effectivement, il y a une grosse partie sanction dans le RGPD qui peut d'ailleurs effrayer pas mal de chefs d'entreprise. Donc, c'est une vraie réflexion à mener. Malgré tout, il y a effectivement la partie maître d'ouvrage, hein, mais on peut être amené à la pro-responsabilité s'il est fait démonstration que l'on a mal installé ou mal protégé le système des problématiques liées à la protection des données ou à la cybersécurité. Donc, c'est pour cette raison première qu'effectivement, on s'intéresse à tout ce sujet-là pour avant tout offrir un maximum de sécurité juridique à nos adhérents chefs d'entreprise. Ouais. Oui, je me permets, mais oui, l'intégrateur peut être mis en cause. Donc, il faut absolument exercer son devoir de conseil et proposer vraiment au client de se mettre en conformité RGPD s'il n'a pas déjà fait. Voilà. Ouais. Jocelyn, effectivement, on parlait tout à l'heure de sous-traitance, de monter en compétence sur des nouveaux marchés. Il y a des impacts, je pense, d'assurance aussi et juridiques pour les entreprises qui développent ces nouvelles compétences. Ah, il faut ouvrir le micro, Jocelyn. Elles sont cadrées déjà dans les marchés de sous-traitance. Hein. Là, il n'y a pas de nouveauté, hein, c'est connu, hein, qu'on sous-traite telle ou telle prestation. On est responsable de son sous-traitant vis-à-vis de son maître d'ouvrage où lui aussi doit s'assurer, on doit vérifier un certain nombre de documents administratifs. On ne sous-traite pas comme ça, hein, mais qu'on fasse de la sous-traitance, je veux dire, traditionnelle, ça peut arriver je n'ai pas d'exemple comme ça, mais voilà, en sol ou une compétence qu'on n'a pas. Et si on sous-traite sur des nouveaux marchés, des nouveaux métiers, la problématique reste la même sur les responsabilités entre l'entreprise principale et son sous-traitant. Oui, donc il faut faire attention quand on sous-traite de maîtriser aussi la compétence de l'opérateur qui va réaliser les travaux. Ouais.
Et à la structure aussi, hein, les cadres de sous-traitance, effectivement, si c'est une micro-entreprise, attention, si on va justement chercher spécificité, si c'est un auto-entrepreneur, c'est des choses sur lesquelles il faut faire très, très attention à la sous-traitance, parce que là, on n'est plus forcément dans le cadre de la sous-traitance si on l'utilise à des fins exclusives sur tous ces chantiers. Là, on vient sur de la main-d'œuvre déguisée, donc du coup, il faut être très, très, très vigilant et s'appuyer sur la fédération lorsqu'on est aux limites ou lorsqu'on est un peu perdu sur ces contrats de sous-traitance. Ouais. Je crois juste, on a terminé là pour la conférence. J'avais oublié de le dire, mais il y a certains électriciens qui nous suivent dans des salles là, qui se sont regroupés pour nous suivre, non? Je crois, Nicolas, c'est pas ce que vous m'aviez dit, Jocelyn? Aussi. Exactement, en fait, voilà, la FFIE 76 s'est réunie à travers Didier Manchon qui nous représente là-bas à Dieppe. Malheureusement, je suis contraint de rester chez moi pour cause de Covid, donc j'ai pas pu les accompagner. Je suis tout triste. Voilà, surtout quand vous parliez de présentiel tout à l'heure. Et je crains que mon fils soit réellement touché par le Covid, donc Ah oui. c'est pas top du tout. Et donc je suis Oui, cas contact. Voilà, donc eux, ils ont de la chance et je les salue bien et je salue mes amis diepois. Dieppe étant une ville de cœur pour moi. Est-ce que Jocelyn, il y en a certains autres sur la région qui sont regroupés aussi électriciens pour suivre cette conférence? Pas à ma connaissance, je suis en train de vérifier la liste. Pour moi, il n'y a pas d'autre salle que celle de Rouen. Ben c'est déjà très bien. Donc Alors, celle de Rouen est à Dieppe, je précise. Pardon, oui, Rouen Dieppe. Celle de Rouen est à Dieppe. Donc vous êtes vous êtes chers électriciens ensemble. En tout cas, vous suivez cette conférence et on vous salue aussi. Vous êtes pour un dans la salle, mais enfin vous êtes plus nombreux derrière. Voilà, donc je vous remercie beaucoup à tous les 4, 5, Jocelyn, Serge, Nicolas, Arnaud et Lilian, Jocelyn Lefebvre aussi pour avoir participé à organiser ce webinaire, cette conférence spéciale.